à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast Away We Go, le collectif de freelance qui accompagne les opérateurs touristiques dans différents domaines, dans la production, la vente, le marketing digital et encore bien d'autres métiers. Je suis Marjorie, je suis membre du collectif Away We Go et j'accompagne les acteurs du tourisme dans leur stratégie opérationnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Bonnède, présidente des EDV. Merci. Bonjour. Merci d'être là et bonjour. Avant de commencer, je tiens à remercier Swapn, notre partenaire sur ce podcast. Alors Swapn, SWAPN, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est un service de création d'entreprise qui prend en charge l'ensemble des démarches administratives, l'obtention des statuts rapides sous 24 heures, des conseils précis sur le choix de la forme juridique de chaque entreprise, la plus adaptée à chaque projet évidemment. Très rapide, en quelques jours, la société est créée et cerise sur le gâteau, c'est gratuit, vraiment gratuit et sans engagement. C'est le service de création le mieux noté de France, à souligner. Merci à Swap de nous accompagner sur cet épisode. Revenons maintenant au cœur de notre sujet. Valérie, merci de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. D'abord, bonjour à tous. Les entreprises du voyage, c'est ce qu'on appelle une organisation professionnelle, un syndicat patronal. Donc dit comme ça, c'est un peu rugueux, mais en fait, c'est une association qui regroupe des entreprises. Et en France, on a des associations qui regroupent des entreprises et qui défendent les intérêts des entreprises multisectorielles. Je pense au MEDEF, je pense à la CPME, à l'U2P. Et on a des associations qui regroupent les entreprises sur des secteurs. Et donc, EDV, les entreprises du voyage, c'est l'association patronale, entreprise, qui regroupe les entreprises intermédiaires, ce qu'on appelle les opérateurs de voyage, les agences de voyage, les tours opérateurs, ceux qui ont une activité outgoing, incoming, ceux qui sont online ou en agence physique, ceux qui font du voyage d'affaires ou du voyage loisir ou du MICE. Donc c'est un 360 degrés. Nos entreprises sont en général des TPE, PME. 90% moins de 10 salariés, mais il y a aussi évidemment des grandes entreprises, grandes, pas des multinationales, mais certaines sont internationales. Je pense à Amex GBT par exemple. Oui. Donc voilà, notre vocation, c'est de regrouper ces entreprises et deux choses. On représente le secteur. Représenter le secteur, c'est certes faire du lobbying, mais c'est surtout expliquer au pouvoir public, au personnel politique, les enjeux, le poids que nous représentons et à quoi nous servons dans l'économie générale. Et puis, plus intimement avec nos entreprises adhérentes, c'est de leur délivrer des services, accompagner les entreprises sur le social, le juridique et plein d'autres choses, sûrement qu'on en parlera. C'est ça, justement, comment est-ce que les EDV accompagnent concrètement ces entreprises qui sont extrêmement diversifiées sur du business, sur du loisir, avec des points de vente physiques, avec des entreprises online aussi, donc extrêmement diversifiées. Quels sont les accompagnements concrets en fait de ces entreprises ? Alors il y a plein de choses, je pourrais parler très longtemps. Oui. D'abord, il y a les services ce que j'appellerais de proximité. Comme toute organisation patronale, on a des services hotline, mail, avec des personnes physiques qui répondent vraiment sur des sujets très techniques, très pointus, et pour des entreprises qui n'ont pas les ressources en interne. Quand on dit 90% des entreprises ont moins de 10 salariés, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de directeur juridique, évidemment. Donc c'est nous qui jouons ce rôle jusqu'à une certaine limite, mais on est là pour accompagner sur toutes les questions techniques, juridiques, fiscales, sociales, être l'interface ou l'intermédiaire avec des partenaires avec qui il y a peut-être des problèmes. Je pense à IATA pour ceux qui émettent des billets. On est en lien direct et donc quand il y a quelque chose d'important qui peut être très urgent et impactant, on intervient. Donc ça, c'est la relation immédiate et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on fait bien, je crois, parce que 70% des appels entrants chez nous concernent du juridique au sens large. Donc on soutient, on explique, on regarde les conditions de vente pour être très concrètes, les conditions de vente, les contrats de vente. Voilà, on a un œil d'expert. En général sur la consommation, le transport aérien, mais sur le tourisme évidemment, l'application des règles, etc. Et puis on met en place, et c'est tout l'objectif et l'enjeu de mon mandat aussi, mais d'une organisation comme la nôtre, c'est envisager les enjeux du secteur, les enjeux des entreprises sur ce secteur, et savoir proposer un accompagnement pour affronter ces enjeux. Donc nous,
évidemment, on ne prend pas de décision d'entreprise, on n'est pas des chefs d'entreprise chez nous, mais on aide les chefs d'entreprise à être plus éclairés, ou en tout cas, quand il y a un besoin exprimé, on va chercher le tour de table qui va bien. Pour être concrète, évidemment, on fait des webinaires tous les mardis, par exemple, sur le digital, sur la cybersécurité, sur le social, sur les nouvelles règles qui sortent, sur les litiges, comment gérer les litiges, etc., etc. On a un centre de formation aussi. Et les formations, c'est fondamental puisque le monde est en mouvement. Les salariés ont besoin, les collaborateurs, d'être formés sur des outils digitaux, sur le leadership, sur le management, sur la gestion des litiges, plein de choses. Et nous, on est là aussi pour être à l'écoute et proposer ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est un peu une plaque tournante, en tout cas un lieu où moi je suis en relation, on est une petite équipe, avec tous les partenaires. Par exemple, sur ce salon, quasiment tout le monde a un lien avec nous d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que Orchestra, par exemple, Avis, etc., sont des partenaires. Et donc, on accompagne aussi nos agences dans les liens avec les partenaires pour qu'ils comprennent les enjeux et les opportunités. C'est-à-dire que nous, en gros, on met tout sur la table. Vous êtes facilitateur. Et voilà, on facilite les liens et on initie certaines choses. On pourra en parler. Ou initier, c'est un mot gentil, mais on peut aussi pousser, notamment sur les RSE. Force de proposition. Ouais. Et puis, voilà, un vrai impact. C'est ça. Ouais. Ou on accompagne parce qu'il y a déjà un élan, ou on sollicite et on initie, ou on pousse certaines fois, même quand on n'a pas envie, sur certains sujets qui sont obligatoires sociétalement parlant aujourd'hui. Donc un rôle d'influence aussi. Oui. Ouais. Voilà. Oui, très bien. Tout à fait. Très bien. Valérie, ça fait 2 ans que tu es à la tête des EDV. Est-ce que tu peux dresser un bilan de ces 2 ans? C'est pas simple de répondre de façon synthétique à cette question, mais je pense que ça intéresse tout le monde. Alors j'espère, mais en tout cas, pour moi, ça a été une aventure incroyable. Je vais très vite, mais je repars il y a 25 ans en fait que je suis. Avant, ça s'appelait le SNAV, les entreprises du voyage, Syndicat national des agences de voyage. On a voulu apporter une modernité, puisque c'est vrai qu'on regroupe des entreprises et qu'il y a une dynamique. Donc, moi, j'étais dans l'organisation. Je suis dans l'organisation depuis 25 ans. Donc, j'ai été directrice juridique. C'est pour ça que je parle bien de l'aspect opérationnel, plateforme de service. Ça me paraît fondamental. Et c'est notre vraie valeur ajoutée dans le quotidien. Ensuite, j'ai dirigé. On m'a proposé de diriger le syndicat. Et il y a 2 ans, effectivement, Jean-Pierre Mas, qui était président précédemment, a terminé ses mandats et le poste était à pourvoir, le poste de président. Là, on n'est plus dans une nomination, on est dans une élection. Et j'avais envie de poursuivre l'aventure et de passer encore un cran pour... Moi, j'adore le collectif. J'adore travailler pour le collectif, mais j'avais envie de porter la responsabilité de, en tout cas, pas de l'avenir à moi toute seule. On a un conseil d'administration, mais en tout cas de marquer de ma patte l'impulsion et les années à venir, parce que je voyais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire et qu'on est vraiment dans un univers qui se transforme à grande vitesse. Donc, mon bilan, puisque c'est la question. Je l'ai pas oublié. Voilà, ça fait 2 ans exactement que j'ai été élue ici, le jour du salon. C'était début octobre l'an dernier, il y a 2 ans. Le 4 octobre exactement, parce qu'on avait notre assemblée générale. Ma feuille de route, c'était vraiment garder quelque chose de très important qu'on commence à oublier, le collectif qu'on a été capable de mener et qui a été très soudeur et très fédérateur pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a vraiment eu une détresse franchement énorme à tout niveau, les salariés, les entreprises. L'avenir, c'est d'un coup muré et fermé, puisqu'on ne pouvait plus, on est un des secteurs qui a été le plus touché. Et d'un coup, on ne pouvait plus voyager, plus partir. On avait des clients qui avaient payé des voyages et on ne pouvait pas partir. Donc, on a travaillé beaucoup, nous. Il y a eu un gros besoin de concertation, en fait. Tout à fait. Ouais. Et puis d'aller faire du lobbying vraiment, d'expliquer ce que l'on représente, les enjeux économiques, sociétaux, etc. Et on a vraiment réussi, je pense, le syndicat, à obtenir des aides très importantes et pour rester vivant. Voilà. Et ce collectif-là, il a été très puissant. Et un de mes enjeux, quand je me suis présentée en 2023, octobre, c'était de dire cette énergie, ce collectif, cette capacité à se fédérer, il faut qu'on la garde. Ça, typiquement, en politique, c'est très fort quand on est dans des périodes de crise. C'est beaucoup moins fort quand les choses vont bien. Et honnêtement, depuis 2 ans, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Donc, un de mes enjeux, c'est de garder cette énergie-là et ce collectif. Et pour le moment, ça se passe plutôt pas mal parce que, finalement, au sein des ODV, on a tous les réseaux.
on a toutes les familles, vraiment à peu de choses près, on a tous les tours opérateurs quasiment. Donc il y a quelque chose qui se passe bien. Ça, c'était un premier objectif. Ça paraît assez statique, mais c'est très important. Le deuxième, c'était d'être vraiment capable d'identifier les enjeux à venir, des 5 ans, 10 ans à venir. Et c'est clair que la formation, l'intelligence artificielle, la technologie et l'appropriation par les agences et par les salariés des agences de cette technologie. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit descendre jusqu'en bas pour qu'on s'approprie les choses, permettent de faire face aux enjeux de désintermédiation nous sommes des intermédiaires, voilà, aux enjeux de la désintermédiation et de la facilité pour les clients finalement d'aller acheter à la source et montrer notre valeur ajoutée. Donc d'accompagner tout ça, ça veut dire mettre en place ce dont je parlais, des formations, identifier les opérateurs qui sont intéressants, faire du benchmark avec les autres pays. Et puis une autre chose importante, c'est notre poids et notre visibilité. Comment les pouvoirs publics comprennent ce qu'est le secteur du tourisme. On souffre d'une déficience, c'est pas d'une mauvaise image, c'est pas d'image du tout quasiment, parce que pour le politique, d'abord le tourisme c'est la France uniquement, et certes c'est la France, mais pas que. On a des entreprises qui envoient des Français à l'étranger, on a un rayonnement, on fait rayonner la culture française, donc il y a ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pèse vraiment? Et on l'a vu pendant le Covid quand on s'est arrêté. Finalement, on a vu que quand les agences de voyage, les compagnies aériennes ne travaillent pas, il y a quand même un gros trou dans la raquette. Donc, acculturer notre environnement, on va dire des élus, des autres secteurs économiques pour montrer à quoi on sert et que finalement 8,5% du PIB, c'est pas rien. 1,7 million de salariés dans le secteur du tourisme au sens large. Chez nous, dans notre secteur, on a à peu près 30 000, 33 000 salariés. Donc, ça, c'était aussi un de mes objectifs dans ma feuille de route, de montrer ce que l'on pèse et d'être visible et de peser. En dernier point, le fait de peser, c'est aussi de pouvoir être écouté par les politiques au niveau européen et en France sur les réglementations. Et on le sait, ces réglementations, elles sont très foisonnantes, elles s'empilent les unes les autres, elles sont très peu lisibles, donc on est là pour les décrypter et influencer dessus, c'est-à-dire là par exemple aujourd'hui avec la Confédération des acteurs du tourisme, moi je suis en charge de la simplification. On a fait 44 propositions de simplification pour tous les secteurs du tourisme. Et ça, c'est très important parce que c'est facile. On ne demande pas d'argent, on demande juste qu'on nous laisse travailler de façon la plus simple possible. Donc voilà. Dans ma feuille de route, c'était collectif, service et identification des enjeux et garder notre leadership. Très bien. Et tu es en bonne voie sur ces envies, cette volonté de simplifier, d'accompagner, de mettre en place des dispositifs pour les décideurs, mais aussi pour leurs équipes? Alors, c'est compliqué, je n'ai pas l'habitude de me congratuler. Il faut parfois. Mais je suis en bonne voie sur la volonté, oui. Je pense que vraiment sur ces 3 axes, il y a du concret en face, donc oui, on est visible. Ce qui me revient, parce que je peux dire que ce qui me revient, on a toujours été présent, mais que on voit qu'on s'active chez nous, qu'on est présent, qu'on est proche. Vraiment, c'est quelque chose dans mon ADN, la proximité, être accessible pour les adhérents, pour les salariés, pour le monde de la formation, pour les étudiants. Voilà. Je crois qu'on est en bonne voie, mais c'est un truc qui marche non-stop et qui avance tout le temps. Donc, on doit surtout ne pas perdre de temps et être toujours là. Et c'est ce qu'on fait là en 3 jours, par exemple. On a rencontré beaucoup de gens, j'ai parlé à beaucoup de personnes et sentir un peu l'ambiance, ce qui permet de se dire que malgré la morosité d'ailleurs un petit peu extérieure, internationale et en France, il y a une très belle dynamique. On le sent là et les clients sont là et ont envie de voyager. Ça, je crois que c'est important. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie. Effectivement, je voulais te parler un petit peu des tendances puisque on a connu dans le secteur ces années de revenge travel qui ont suivi la Covid. Comment se présentent ces 8 premiers mois de 2025 et sur du business et sur de la clientèle loisir? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été partagées, mais c'est aussi l'occasion, on est presque en fin de salon, aussi l'occasion de faire un premier bilan aussi des tendances du secteur. Quel est ton regard sur ces 8 premiers mois de 2025? Alors, en tout cas, mon regard à la fin du salon, il est plus positif qu'au début, j'avais envie d'y croire et maintenant, je suis vraiment confortée dans cette dynamique de reprise d'activité. Les 8 premiers mois sont très différents les uns des autres. On va dire jusqu'à avril, vraiment, on avait
exactement la même tendance qu'en 2024-2023, une très très bonne activité, une belle dynamique. Chez nous, on regarde le nombre de départs et les prises de commandes. Voilà. Et puis quand même, avril, mai, juin, juillet, août, c'est pas que c'était mauvais, mais on compare toujours par rapport à l'année précédente, et l'année précédente était très bonne. Donc, on a tendance à dire que c'est flat, voire même un peu inférieur, alors que finalement, ça reste finalement une bonne année. Oui, on est dans des chiffres qui sont tout à fait corrects, puisque l'année de référence est une année bonne. Et puis, début septembre, on a senti un fléchissement des réservations. C'était un peu inquiétant. Et là, depuis une dizaine de jours, ça repart vraiment. J'ai fait le tour de mes opérateurs un peu qui comptent. Et c'est unanime. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est unanime en prise de réservation pour la fin de la saison, mais surtout pour la fin de l'année, voire même vraiment l'année 2026. Oui, on est sur quelque chose d'une tendance assez forte. Et je pense que ça traduit vraiment quelque chose que moi, dont je suis convaincue, c'est qu'on est sur un secteur archi-porteur. Alors, internationalement parlant, mais en France aussi, notre secteur, les services de voyage, c'est quelque chose qui répond à une attente, à une vraie envie. Je parle de loisirs, là. On pourra parler de voyage d'affaires après. Et même si on a des contraintes, évidemment, de pouvoir d'achat, même si on fait des choix et des arbitrages, il semblerait que l'arbitrage, il est plutôt en faveur de notre secteur, en tout cas des offres que l'on fait, plutôt que par rapport à des biens de consommation tangibles. Donc ça, c'est plutôt bien. Et effectivement, la dynamique a l'air plutôt intéressante et optimiste, pour le coup. Le voyage d'affaires a eu plus de mal à sortir de la période Covid, parce que les habitudes ont été très différentes pendant la période Covid. On a pris l'habitude, tous, on le sait, de travailler chez nous, d'avoir des réunions à distance. Ça s'est vraiment installé et évidemment, on peut pas dire que ce sont des mauvaises choses parce que c'est hyper pratique. Depuis 1 an et demi, ce que l'on voit et ce qui est bien, c'est que, en revanche, les grandes réunions, le MICE ou les grandes conférences ou même les contrats importants méritent aujourd'hui de se déplacer, oui, et d'être organisés. Du coup, on a un rééquilibrage avec, au final, une valeur dégagée, un volume d'affaires dégagé qui est de la même nature qu'avant, mais réparti de différentes façons. Et donc, le voyage d'affaires le business travel se porte plutôt bien au moment où on se parle. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles pour l'industrie. On sait aussi qu'il y a encore des challenges, et évidemment, il y en aura toujours. Quels sont les gros challenges que tu vois, toi, au niveau des EDV sur les entreprises du tourisme actuellement? Alors, je pense que un des principaux challenges, c'est de savoir, c'est un peu travailler de façon industrielle sur de la personnalisation, c'est-à-dire se donner les moyens en amont avec tous les outils que nous avons, back-office, outils digitaux, intelligence artificielle, techno, B2B, B2C, savoir s'équiper et donc se former pour voir que les collaborateurs qui sont dans nos entreprises aient les moyens de se focaliser vraiment, que ce soit de la vente en ligne ou de la vente à distance ou de la vente en agence, sur la demande très précise des clients et anticiper, se mettre à la place du client. Le client aujourd'hui recherche souvent plus une expérience qu'une destination précise. Ça paraît très du bon sens ce que je dis, mais on n'en est pas encore là forcément. Et donc il faut se détacher de tout ce qui est compliqué pour que ce soit fluide, pour être agile et surtout pour faire que le client, même si c'est pas des paniers incroyables, se sente servi et connu et reconnu dans sa volonté d'acheter, dans ce qu'il veut avoir comme produit, comme vacances et comme expérience. Et ça, c'est vraiment l'enjeu des années à venir. Et le client est très volatile. Ça, c'est un premier enjeu. Le second, je pense qu'on n'est pas hyper bon sur la captation des jeunes consommateurs. Je pense que les 25-35 ans n'ont pas le réflexe d'aller auprès d'un intermédiaire, alors en agence, ou alors ils vont sur une plateforme et ils pensent qu'ils vont direct, mais ça peut être Mr. Fly dans ce cas-là, c'est quand même une agence, mais ils n'ont pas quand même cette culture. Comment on fait pour les attirer, pour montrer notre valeur? J'ai l'habitude d'en parler avec nos entreprises. Beaucoup me disent, mais quand ils commencent à avoir une famille, des enfants, ils vont revenir. Moi, je pense qu'il y a quand même un travail à faire très important, et notamment dans les agences, avec les réseaux sociaux, avec la création de communautés autour de thématiques qui mobilisent.
Parce que je crois que si on rentre dans une agence ou si on a affaire à une agence de qualité, on va être fidèle derrière. Mais l'enjeu, c'est de les faire rentrer. Faire venir à la boutique la première fois. Ouais. Exactement. Et tu parlais d'IA aussi, c'est j'imagine un sujet important et beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont évidemment en tête d'avancer sur ce sujet IA, ne savent pas toujours comment s'y prendre. Quel rôle vous jouez vous au niveau des EDV? Ce qu'on a vu aussi, c'est que vous portiez un projet actuellement de mémoire avec le CEDIV et les EDV. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler et où est-ce que vous en êtes sur ce projet? Alors en fait, il y a 1 an et demi, dans plusieurs conventions, on posait la question, une centaine d'agences étaient là et on disait mais qui a déjà utilisé une IA générative, ChatGPT pour la plus courante? Et on voyait vraiment très peu de gens se manifester, des patrons d'agences ou des salariés. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait absolument, au-delà de l'acculturation, simplement même au sujet, dédramatiser la question, commencer à expliquer donc ce que c'était, etc. On a fait des webinaires, on a fait faire venir des intervenants sur la façon d'utiliser l'IA, sur la construction de prompts, tout simplement. Ça a quand même pris du temps, parce que il y a toujours des gens qui sont en avance. Il y a des gens qui observent, il y a des gens qui touchent. Nous, l'idée, là, c'était ce que je disais au début. Il n'y a pas le choix là. Là, on pousse vraiment. Il faut y aller. Donc, on a donné à voir et ensuite, effectivement, on a fait une étude avec l'OPCO et on a un petit peu décrypté les besoins réels des agences. Et ensuite, avec le CEDIV qui est un réseau de distribution, on a travaillé sur un projet d'accompagnant spécial IA, spécial pour notre secteur. Et en fait, ça s'est abouti sur plusieurs voies. Il y a encore des choses en cours. On a finalisé un carnet de voyage assisté par l'intelligence artificielle, donc le carnet de voyage, mais avec tout ce que ça implique d'avant, pendant et d'accompagnement. Donc là, on a quelque chose qui est abouti, qui a été présenté sur le salon, mais qu'on va donner, rendre accessible aux adhérents, pas que ceux du CEDIV, mais en fait, nous, on a accompagné ça comment? On a cherché des financements pour le développement, voilà. Donc, on a été chercher partout. Le CEDIV a été un peu un laboratoire. Et on a ce carnet de voyage dématérialisé assistant. On a donc aussi un assistant pré-voyage, pré-commande pour répondre à toutes les questions que les clients posent en agence, les destinations, les formalités, un tas de choses pour simplifier. L'idée est de vraiment lâcher du temps aux collaborateurs qui prennent du temps sur ces choses-là répétitives et à faible valeur ajoutée pour leur donner le temps de faire autre chose et justement de créer de la valeur personnalisée. Et cet assistant IA, il se matérialise comment? En fait, en agence? C'est une appli alors, il y a l'IA pour les agents de voyage. Ils ont une appli, effectivement, à laquelle ils vont pouvoir poser des questions. Quelles sont les formalités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à tel endroit, etc. Et puis, il y a le carnet de voyage qui est tourné vers le client de l'agence et qui va être aussi accessible au client, qui va pouvoir interroger. Alors après, quelle forme ça prend? Par exemple, pour l'assistant, il y a une personne, il y a un avatar qui va entendre les questions qui vont être posées et qui va répondre. Et là, c'est aussi quelque chose qui va servir à la construction des voyages. Souvent, quand on parle de l'IA, on dit « Ah oui, mais le client va pouvoir aller demander à ChatGPT « Dis-moi, je veux faire un voyage en Italie sur 5 jours, etc. » L'outil qu'on est en train de mettre en place, c'est la même chose, mais en B2B, vraiment. À destination des agents. À destination des agents. Et ensuite, mieux vendre. Tout à fait. Ouais. Et avoir plus finalement mettre la valeur sur leur expertise et moins sur des sujets plus techniques. Oui. Oui. C'est ça. Et donc voilà, notre rôle c'est ça. C'est quels sont les sujets et comment on peut accompagner. Et après, ceux qui sont dynamiques, qui ont envie de regarder l'avenir en face et qui comprennent qu'il faut absolument se saisir de ces choses-là, qui sont que des outils. Il ne faut pas les voir comme des menaces, mais comme des outils pour libérer du temps, pour être plus performant avec le client en direct. Merci Valérie. J'ai une petite stat que vous avez sans doute déjà en tête, Valérie. 75% des actifs qui dans le secteur sont des femmes. C'est pas tout à fait la même chose pour les dirigeants. C'est plutôt 75% des dirigeants qui sont des hommes et des entrepreneurs. J'intègre les entrepreneurs dedans. Est-ce que tu vois un peu les choses évoluer? Alors c'est vrai que on fait ce qu'on appelle un panorama de branche du secteur tous les 3 ans.
qui donne une photographie un petit peu sociale et sociétale. 2/3 des salariés dans notre secteur sont des femmes, 2/3 ont moins de 35 ans. Et effectivement, ces femmes, elles ont plus des postes d'exécutantes, et sans signe péjoratif, sachant qu'on est dans des petites entreprises. Et quand on regarde les dirigeants, c'est l'inverse. Est-ce que ça bouge? En tout cas, on fait tout pour que ça bouge. Je pense parce que, très honnêtement, au-delà du fait de dire que c'est absolument légitime que des femmes aient des postes de décision et qu'il faut soit les pousser à enlever les freins qu'elles se mettent elles-mêmes, souvent, honnêtement, souvent, bien sûr qu'il y a des freins qui viennent de l'extérieur, mais très honnêtement, pour avoir observé dans ma carrière maintenant un peu longuement, souvent on se met des freins soi-même et ça, c'est les premiers qu'il faut enlever. Mais ça bouge quand même, ça bouge parce que moi, par exemple, dans ma gouvernance, mon conseil d'administration, j'ai presque la moitié de femmes, pas complètement, mais presque, qui sont élus, hein, donc voilà, qui sont des chefs d'entreprise. Et nous avons des régions, on a 9 régions chez nous. Et ben j'ai 5 régions dirigées, présidées par des femmes et 4 par des hommes. Donc on donne quand même un exemple. On est presque à l'égalité. Voilà. Et puis il y a une présidente pour la première fois, donc c'est pas. Enfin, j'en suis assez contente. C'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est pas neutre et surtout je l'avais pas forcément intégré moi dans ma démarche. Mais c'est vrai que quand j'ai été élue, j'ai eu. Enfin là, j'en profite pour faire un petit aparté sur ce que j'ai vécu personnellement. J'ai vraiment senti. C'était très émouvant. Des femmes, c'était donc dans le salon. On peut imaginer, je suis élue le premier jour et après je suis dans les allées. Les femmes venir vers moi que je ne connaissais pas, qui m'ont dit mais c'est extrêmement encourageant pour nous, c'est très important. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a vraiment émue et j'ai pris conscience effectivement du fait que voilà les parcours d'autres donnent une impulsion. Et en tout cas, je pense que vraiment la première chose que j'ai à dire, c'est ne pas se mettre de barrière. Je voulais aussi aborder le sujet de la transmission avec toi, Valérie. On a parlé de challenge. Je crois comprendre que c'est aussi un challenge dans le secteur. On a des entrepreneurs qui sont là depuis longtemps, des dirigeants qui sont là depuis longtemps, que ce soit, je pense, sur du business ou sur du loisir. Beaucoup aujourd'hui cherchent un successeur. Et c'est parfois compliqué. Est-ce que c'est un sujet sur lequel les EDV interviennent ? Ce sujet de transmission pour, tu l'as dit tout à l'heure, faciliter, et quels sont les dispositifs éventuellement que vous mettez à disposition de ces entrepreneurs ? Alors, c'est très intéressant. Ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse au sujet, mais je prends 2 petites minutes pour expliquer parce que, en fait, je m'y intéresse à plein de titres différents. La transmission, ce que tu viens de dire, c'est dans l'esprit, c'est comment je transmets, comment je vends mon entreprise. Là, il y a plein de sujets. Il y a l'évaluation, comment j'évalue, comment je valorise cette entreprise. Cette question, elle peut pas du tout être abordée si on n'a pas anticipé. Donc, le premier travail d'accompagnement que l'on fait, c'est vraiment sensibiliser. Ça a été le thème dans mon dernier congrès à Tarazout. J'ai fait intervenir quelqu'un. Comment on évalue, ça veut dire comment on a préparé les choses. Quelle est la forme juridique de cette entreprise? Quelle est la répartition du capital? Est-ce que j'ai renouvelé mon bail pour mon fonds de commerce? Tout un tas de choses qu'on doit anticiper avant. C'est pas au moment où on veut vendre vraiment qu'on doit juste se poser la question. C'est un long travail de préparation qui demande de faire appel à des experts. Donc nous, on est là pour sensibiliser. Et c'est vrai que sur ce sujet de je veux vendre mon agence ou je veux acheter une agence, on a un projet, c'est la première fois que j'en parle. On va faire une plateforme dématérialisée, anonymisée. On est en train de le construire. Donc ça, c'est une première. Et pour nous, c'est important. Merci pour l'exclu. Et oui, c'est une exclue. Sur laquelle on va pouvoir dire aux agences qui veulent vendre. C'est un problème de confidentialité souvent, ce sujet. Moi, j'ai des entreprises qui viennent me voir et qui me disent je voudrais vendre, mais je veux pas mettre sur mon agence à vendre parce que c'est comme ça, c'est le monde des affaires. C'est délicat. Ils ont confiance en moi parce que j'ai traité tellement de sujets juridiques que moi, évidemment, je vais pas raconter comment je peux faire, à qui je peux m'adresser, etc. Est-ce que tu sais qui cherche? Bon. Donc, ça sera anonymisé et en fait, on va pouvoir mettre en relation les vendeurs et les acheteurs et qui pourront ensuite poursuivre leur vie d'acheteurs et de vendeurs, indépendamment de nous. Hein. Nous, on n'est pas du tout on n'a pas de rôle commercial. Mais ça, c'est une première question, la transmission dans l'achat et la revente. Une autre question sur la transmission, et là, je vais aussi donner un scoop, c'est que je vais créer une commission transmission au sein des EDV. On a plusieurs commissions. Dans notre secteur,
on a beaucoup d'entrepreneurs, puisqu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sous forme de société, mais qui sont des patrons propriétaires de leur entreprise, qui ont une deuxième génération qui reprennent les rênes. Moi, j'ai identifié au moins 25 deuxième générations et des gens, d'ailleurs, il y a eu quelques tables rondes très intéressantes où on voit ces jeunes, entre guillemets, entre 25 et 35 ans, arriver, reprendre les rênes d'une entreprise familiale. Ça me paraît extrêmement intéressant pour nous, d'avoir leur vision sur le secteur, qu'est-ce qu'ils apportent, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils veulent faire évoluer. Et en parlant avec certains d'entre eux pour savoir si mon idée était bonne, je me suis aussi rendu compte que beaucoup avaient des interrogations et besoin d'aide aussi. On parlait des femmes. Je pense à une jeune femme très talentueuse qui m'a dit, moi j'ai 26 ans, j'ai la boîte familiale avec un certain nombre de salariés, plus de 150. Et c'est compliqué quand on a des salariés qui sont là depuis plus de 30 ans, d'avoir ce leadership, de savoir comment se comporter. C'est pas inné. Et donc je vais la mettre en relation avec d'autres femmes qui ont eu ce parcours, etc. Donc on va s'attacher aussi au regard et à ce qu'on peut récupérer de cette jeune génération qui revient aux commandes et aussi à savoir qu'est-ce qu'on peut développer pour répondre à leurs attentes. Donc, la transmission, c'est tout ça. Et après, c'est la transmission du savoir, du capital, pas uniquement, mais du savoir, des bonnes pratiques. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a assez envie d'aller. Okay. Et est-ce que ça va jusqu'au financement, jusqu'à un accompagnement sur ce sujet de financement? Oui, alors là aussi, par exemple, pour mon prochain congrès, je réfléchis à la constitution des tables rondes. C'est pas quelque chose nous, évidemment, on finance pas, mais il y a beaucoup d'entreprises dans notre secteur qui augmentent leur capital et qui font appel à des fonds d'investissement ou à des business angels. Et une des tables rondes que j'ai envie de faire pour le prochain congrès, je ne sais pas encore où il sera, mais c'est une table ronde. C'était une de mes questions. Eh bien, je ne répondrai pas à cette question parce que j'y travaille. Mais en tout cas, c'est de faire venir parce que je l'ai vu à Bercy, on rencontre les investisseurs, mais faire venir dans le monde des agences, dans nos adhérents, ces investisseurs, ces fonds d'investissement, il y en a quand même 4-5 sur le marché qui sont très tournés vers le tourisme. C'est quelque chose qui s'est jamais fait. Et donc, moi, j'ai envie de faire une table ronde où on pourra échanger, c'est-à-dire qu'ils nous donnent leur regard sur ce qui les intéresse et que les agences aussi démystifient peut-être cette façon d'augmenter leur capital. Très bien, très clair. Merci pour les exclus encore une fois, Valérie. Je voulais te parler aussi un petit peu de tourisme durable, puisque évidemment c'est au cœur des sujets sur ce salon IFTM. Et reprendre peut-être les mots ou en tout cas la réflexion de Romain Pommier que tout le monde connaît, qui partageait la semaine dernière dans la presse touristique une question assez essentielle. Est-ce que le tourisme durable est un réel marché économique ? Et ce à quoi Jean-Pierre Nadir répondait presque et arrivé au constat en tout cas que 4 ans après le lancement de Fairmove, personne ne recherche cela sur Google. Quand il recherche, c'est à concrétiser son projet de voyage. Concrètement, est-ce qu'il y a une feuille de route aujourd'hui au sein des EDV sur le sujet du tourisme responsable ? Alors, quand je parlais de choses sur lesquelles il faut pousser, typiquement, c'est le sujet sur lequel, si j'interroge mes adhérents, mes entreprises, et je leur dis, on va travailler là-dessus, est-ce que ça vous dit ? Personne, quasi personne. Spontanément, il y a quelques entreprises toujours à la pointe. Donc c'est typiquement un sujet où on n'a pas le choix. En gros, on doit pousser les entreprises, et pousser les entreprises, ça peut pas être les obliger, parce qu'on fait pas ça. Dans le business travel, c'est très mature, parce que dans les cahiers des charges des clients entreprises, aujourd'hui, tous les cahiers des charges incluent des marqueurs de RSE pour répondre elles-mêmes à leur bilan RSE. Si Total va acheter du voyage pour ses collaborateurs, il va faire appel à des agences qui contribuent à la RSE de l'entreprise de Total. Sur ce sujet, dans ma feuille de route il y a 2 ans, je disais, et j'y crois vraiment, je crois à l'économie vertueuse. On est un secteur d'entreprise. Donc le mot croissance n'est pas un mot vulgaire pour moi. Développer, gagner de l'argent et faire de la croissance, c'est normal pour des entreprises. Ça emporte pour la France, ça emporte pour les collaborateurs et les salariés. Mais je suis convaincue qu'on peut le faire sur une économie vertueuse. Et l'économie vertueuse, c'est la RSE, mais pas que. Et tu as dit responsable. Pour moi, responsable, c'est bien sûr l'aspect durable. Comment on choisit les produits. Je suis convaincue que nous, en tant qu'intermédiaires, on est dans une chaîne entre un producteur et un consommateur. Notre rôle, il est de choisir nos fournisseurs.
Et choisir les fournisseurs, c'est ce que fait Fairmove, c'est savoir identifier, nous donner les moyens d'identifier ceux qui ont des bonnes pratiques et proposer des services avec des fournisseurs qui ont un respect d'un tas de choses, de la population locale, qui les accompagne. Je pense à Evaneos pendant le Covid, qui a accompagné les réceptifs locaux pour qu'ils ne fassent pas faillite, par exemple. Ça, c'est une chose. Notre responsabilité, c'est le choix de nos fournisseurs et comment on donne une proposition à nos clients pour acheter des produits ou des services qui répondent à certaines obligations morales et éthiques. Et on a des clients qui sont libres d'acheter, mais qu'on peut acculturer, former, informer. Et je pense que notre rôle, il est là. Et donc, il est déjà, c'est assez important. Et je pense que la formation de nos équipes, et on l'a fait nous gratuitement l'année dernière, on a proposé des formations aux salariés de nos adhérents qu'on a pris en charge pendant 3 mois sur l'initiation aux gestes d'éco-responsabilité même dans l'entreprise. Voilà, je pense que nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Je pense que c'est long et compliqué. Je pense que quand on regarde la demande des clients, elle est très faible aujourd'hui sur ce critère-là. C'est comme ça. Alors après, des générations autres vont arriver, etc. Mais quand même dans les jeunes générations, et c'est pas pour, ça va prendre du temps parce que quand on met le prix en avant, quand même au final, c'est quand même le critère de choix. Mais c'est notre rôle, et je suis convaincue qu'on peut faire de la croissance en étant vertueuse. Très bien. Je voulais peut-être qu'on se projette aussi un peu sur les mois et les années qui arrivent. On a parlé des défis, des challenges et d'une tendance plutôt favorable sur 2025. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette année qui arrive. Quels sont les gros chantiers sur 2026? Où va être votre focus au niveau des EDV? Là, je viens d'un peu de déflorer certaines choses. Le ouais. Focus, c'est comment on accompagne encore mieux, comment on est encore plus près de nos adhérents pour avoir un service vraiment qui répond à tous les enjeux. Et ils sont très divers. La plateforme de service sur l'aspect transmission, elle va être aussi une plateforme de service sur laquelle on va pouvoir poser des questions juridiques de façon plus rapide. Aussi pour la recherche et l'offre d'emploi. On va avoir une plateforme, on a quelque chose sur notre site mais qui n'est pas opérationnel, donc on va transformer ça. Et le modèle de la transmission m'a donné l'idée de le faire de la même façon pour l'emploi. On dépose des dossiers, c'est très technologique, on dépose des dossiers et on a des gens qui vont consulter sans avoir besoin de nous. Donc on va être de plus en plus proche de nos adhérents en donnant des outils très faciles à utiliser. Et je pense que ça peut se décliner à plein de titres. On a beaucoup de litiges à traiter avec les compagnies aériennes dans nos agences. Je pense que aussi le fait de pouvoir être interactif sur ces sujets où les réponses sont souvent les mêmes, d'automatiser un peu tout ça avec l'IA. Donc le service, c'est un de mes enjeux, encore plus près, encore plus pointu et encore plus rapide. Après, je pense qu'on a vraiment, moi je suis passionnée par le comportement des consommateurs, tout ce qui est études de consommation. Ça, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à aller chercher, à donner, à voir l'évolution des attentes clients, pas seulement en France, mais à l'étranger. On a souvent des signaux qui viennent de l'étranger, notamment des États-Unis, sur la façon de consommer. Je suis convaincue que ce que je disais au début, l'expérience en communauté, créer des communautés, c'est vraiment une tendance qui va s'accentuer. Et je pense que il faut qu'on ne loupe pas ce coche-là. Et puis, peser, avoir encore plus d'adhérents pour être visible. Et merci Valérie. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la dirigeante que tu es. Je t'en avais parlé. J'anime ce podcast sur une thématique d'entrepreneurs et dirigeants. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi de m'adresser à toi en tant que dirigeante. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés, toi, dans ton rôle de présidente? Si tu veux bien en parler. Oui, alors... en fait, notre secteur, c'est pas un énorme secteur, mais il y a, comme je l'ai dit, il y a des réseaux, il y a des patrons de réseaux, il y a des petites entreprises indépendantes, il y a des grosses entreprises, il y a plein de métiers différents. C'est pas évident d'être chef d'orchestre de tout ça, parce que chacun a des objectifs de développement, et donc il faut arriver à bien intégrer le positionnement qu'on veut avoir. Et qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, par rapport à tout ce qui arrive autour. Et je pense pour le moment, c'est pas mal, c'est très complémentaire. Je pense qu'on a un vrai rôle politique, au sens d'une organisation, c'est-à-dire on porte l'image
On travaille sur l'image. Par exemple, on a créé le site Stop Arnaque par rapport à ce qu'on peut avoir comme personne. On en avait parlé d'ailleurs au sein du podcast de Wigo. Et ben voilà. Alors, c'est pas tant le mot travel planner. On peut être travel planner et immatriculé. C'est pas la question. C'est effectivement savoir que les consommateurs, c'est une denrée précieuse, qu'on doit leur apporter des garanties et une responsabilité civile. Et donc, on a créé ce site pour montrer. Je trouve, on pêche par une question d'image sur le secteur. Parfois, on a l'impression qu'on est un peu poussiéreux, alors qu'on est vraiment. Il y a beaucoup de gens talentueux, jeunes, beaucoup de techno, beaucoup de data. Donc, c'est important. Donc voilà, mon rôle de dirigeante, ça a été de garder évidemment le leadership là-dessus et de savoir être bien positionné pour que finalement on ait envie d'être avec nous plutôt que d'être contre nous. Et donc ça, c'est pas évident. Après, honnêtement, je connais vraiment les dirigeants avec lesquels je les connais depuis très longtemps, donc je crois avoir, ça c'est vraiment un atout, une confiance par le travail et pas par autre chose, parce que certains m'ont connu il y a très longtemps et m'ont confié leur projet juridiquement ou où je les connais depuis longtemps, que je pense que j'ai un capital de confiance qu'il faut que je garde. Et puis après, ce qui fait l'attrait des choses, c'est la diversité des personnalités. J'ai un conseil d'administration très varié, avec des personnalités fortes. Et voilà, c'est de savoir composer un peu avec tout ça et avec une équipe petite. Vous êtes combien aux EDV justement? Vous êtes 6, ce qui est vraiment très peu, mais chacun a un rôle très précis. Et souvent dans les organisations, on a un peu l'impression d'être à mi-chemin entre une entreprise et une administration. On n'est pas dans une entreprise avec des objectifs chiffrés. Et ce qu'il faut, c'est garder l'envie. Et la culture que l'on a et que moi vraiment j'imprime, c'est la culture du client. Pour moi, nos adhérents sont des clients, on leur rend un service, ils payent une cotisation. Donc voilà. J'ai un peu répondu. C'est un peu instinctif. Moi, j'ai pas été formée à être dirigeante. Mais l'engagement, le collectif, c'est vraiment des choses que j'aime. Je pense que la dynamique, elle embarque les gens qui sont autour de moi. Tu es portée par des valeurs fortes, oui, aussi. Et je voulais te poser une dernière question et on va se diriger vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous citer un moment marquant de ton mandat, qui n'est pas terminé d'ailleurs, où tu t'es dit là vraiment, on est en train de changer les choses? C'est vrai que ce qui me vient en premier, mais c'était pas pendant mon mandat, c'était pendant le Covid. Et quand on a commencé à voir, moi, quand j'ai commencé à recevoir, j'avais pas préparé cette question, bien sûr. Ça n'était pas préparé. Mais ça y est, je l'ai. Franchement, alors c'est pas hyper agréable, mais ça fait 3 ministres du tourisme que je connais en 1 an et demi. Les 2 dernières, je me suis dit, parce que c'est mon boulot, je vais les contacter, il faut que je vois quels sont les directeurs de cabinet. Les 2 dernières m'ont adressé un texto immédiatement après leur nomination en me disant « J'ai entendu parler de votre secteur, j'ai entendu parler de votre organisation, j'ai entendu parler de vous et je suis à votre disposition pour vous rencontrer. » Et ça, je me suis dit « Enfin, on est visible, on est reconnu et fiable. » Et donc voilà, on va dire que c'est ça ma réponse. Merci. Donc le savoir-faire, mais le faire savoir aussi. Merci encore, Valérie. Merci, j'espère. Alors vraiment, merci de l'invitation. Je me suis dit qu'il y aurait personne dans la salle parce que franchement, venir que pour m'écouter moi et tout ça, mais je suis ravie que vous soyez là et que vous n'ayez pas bougé. Merci pour votre écoute et pour ceux qui veulent rentrer dans le secteur ou qui le sont déjà, je suis à votre disposition. Voilà. L'appel est lancé. J'espère que cet épisode t'a plu. Beaucoup. Et qu'il vous a plu. Pour réagir et retrouver les différents liens dont nous avons parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à retrouver et à vous rendre sur la page du site awaewigo.fr. Et pour vous tenir informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à rejoindre les différentes plateformes d'écoute sur lesquelles les épisodes de ce podcast sont disponibles. Abonnez-vous sans hésitation. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'être venus nombreux. C'est une belle surprise pour cet après-midi. Vraiment. Et j'espère que l'épisode sera live assez rapidement sur ces plateformes. À très bientôt. Merci encore. Merci Valérie. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment.